ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. Excellente soirée à tout le monde. Nous sommes très heureux d'être encore chez vous pour ces moments littéraires que nous partageons chaque soir, le jeudi, afin de nous faire comprendre, comme disait Barack Obama, la lecture est importante. Si vous lisez, le monde s'ouvrira à vous. Aujourd'hui, je vous assure que vous serez ultra et extrêmement cultivé aujourd'hui, et je suis en train même de vous faire comprendre que si une personne dort déjà à la maison, réveillez-les, et si les autres sont déjà dehors de la maison, faites-les rentrer parce que vous serez aujourd'hui ultra béni aujourd'hui. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui, comme il a été annoncé, une personne qui nous est spéciale. Il était avec nous au début, même dans la conception de cette émission qu'on a voulu lancer. Il était dans des conseils et c'est une personne merveilleuse pour nous dans cette émission Livres inspirés. Il s'agit de Dr Silas, avec qui on va partager ce plateau de livres inspirés. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Girès. C'est toujours un honneur de partager ce moment avec vous. Merci pour le privilège. Bonne année à vous. Bonne année, bonne année. Merci beaucoup. Et aussi bonne année à vos téléspectateurs. Oui. Bonne année à tous ces lecteurs éparpillés à travers la ville, mais aussi à travers le monde pour ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Voilà, je crois que nous avons encore beaucoup de choses à découvrir au travers de la lecture. Nous avons beaucoup de choses à mettre par écrit. Oui. Question de partager les connaissances. Okay. Question de partager les connaissances. Question de partager les connaissances. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, moi aussi, mais il y aura de ceux-là qui vont peut-être pour vous trouver pour la toute première fois vous suivre. Ils peuvent peut-être savoir un peu qui est le docteur Silas, c'est qui. Juste une brève présentation pour ne pas... C'est un exercice très difficile. Ben, ce soir, sur ce plateau, je suis l'auteur, Dr Silas Mimile Makangu, écrivain, auteur de plusieurs publications. Je suis pasteur d'église. Je dirige une église à Kinshasa, l'église Cité Rama. Je suis promoteur d'une école de formation en management, théologie et en leadership. Je suis enseignant à l'université. Je prépare ma thèse de doctorat en politique internationale. Je suis congolais, très passionné de la destinée des hommes comme des nations. Ok. Voilà. On va commencer avec cette citation, mais même c'est la citation de Dr Silas. Il a dit ceci: la première des choses que chaque citoyen doit intérioriser, c'est de commencer à parler en bien de son pays, surtout lorsqu'il échange avec des étrangers. Docteur, votre commentaire un peu avec cette citation parce que c'est très fort. C'est un peu du marketing. Okay. Marketing national, marketing civilisationnel, parce que le monde est un cadre d'échange. Nous répondons au rendez-vous du donner et du recevoir. On nous donne aussi selon que nous venons de X ou Y pays. Donc nous avons intérêt en tant que citoyens de donner la meilleure des images de notre pays, de vendre notre pays de la manière la plus bonne. Okay. Pourquoi? Parce que ce que notre pays est aux yeux d'autrui a une incidence sur la considération qu'on nous donne. Ce qui fait que nous sommes dans l'obligation morale, civique et même spirituelle de bien parler lorsqu'il s'agit de notre pays quand nous échangeons avec les étrangers. Les linges sales se lavent en famille, dit-on. Donc je crois que les citoyens que nous sommes, nous avons aussi l'obligation, lorsque nous interagissons avec les autres nations, avec les autres peuples du monde, de nous donner que la belle image de notre pays, de ne jamais étaler nos faiblesses, nos problèmes, qui du reste sont surmontables à la place publique. Parce que celui qui dénigre son pays dénigre sa mère, et celui qui dénigre sa mère se dénigre soi-même. Et la nation est pour nous ce que nous appelons la mère patrie. Donc il y a un lien intrinsèque entre ce que nous sommes et ce que notre nation est. On ne jette pas en pâture
l'honneur et la dignité de sa nation juste parce qu'on veut le faire. Il y a une dignité que nous devons conserver. Voilà pourquoi on ne doit pas dire les mauvaises choses lorsqu'on est en face de cette étrangers. Il y a une citation, dans cette citation, j'ai souligné même le mot citoyen. C'est comme si ça sous-entend que vendre positivement l'image de notre pays n'est pas uniquement une affaire d'État, mais un effort intégré et concentré sur toutes les parties prenantes, y compris aussi sa population. Bien. Parce que quel est cet État qui n'a pas de population? Même juridiquement, lorsqu'on parle d'un État, c'est aussi sa population. Mais maintenant ici, nous ne parlons pas simplement de la population, nous parlons d'une population mûrie, une population élitiste, une population éduquée, instruite. Elle devient des citoyens. C'est-à-dire, on était hier la population, mais maintenant nous devenons citoyens. Et quand on devient citoyen, on devient marketeur de sa nation. On veut vendre, donner le meilleur des prix à sa nation. Et c'est un devoir civique, un devoir intellectuel, un devoir moral et même un devoir spirituel. C'est à nous de dire aux autres ce que notre nation est et non pas aux autres de penser ce que nous sommes censés être. Ok. Je rappelle que le docteur Silas est auteur de ce nouveau livre qui vient d'apparaître dans les éditions de Kabod, Bâtisseur de Nations, Émergence d'un leadership complète, que nous avons même tiré cette citation que nous venons tout de suite là de. Et aussi, ce sera notre thème d'aujourd'hui, Bâtisseur des Nations, Émergence d'un leadership collectif que nous allons partager dans ces livres ici. Docteur, il y a une première question que je voudrais poser. Quel but poursuivez-vous en écrivant ces livres? Est-ce que pour votre propre plaisir? Est-ce que pour faire demeurer l'histoire, parce qu'on dit qu'il faut juste écrire pour que les écrits restent, et non parce que les paroles s'envolent, ou pour interpeller l'élite, que vous appelez dans ces livres aussi intelligentsia, à se réveiller, à savoir qu'il y a plus de responsabilités que des privilèges, plus d'engagement que de victimisation, plus d'optimisme que de pessimisme, plus de collectivisme que d'individualisme, plus de patriotisme que de tribalisme, plus d'esprit d'entreprise que de demandeurs d'emploi, plus d'hommes d'État que d'hommes politiques, plus d'hommes entrepreneurs que d'hommes et des femmes de prière, si je peux dire ça comme ça. Quel est vraiment... Parce que je voulais un peu faire la synthèse au début avant qu'ils puissent rentrer. C'est vrai, je vais prendre les mots même que vous avez utilisés. Est-ce par plaisir ou bien pour faire demeurer l'histoire? Je pense qu'en lisant l'histoire de notre pays et en voyant ce par où nous sommes passés, ce que nous avons connu dans le passé, mais aussi ce que nous sommes appelés à être, j'ai pris ce plaisir-là de tenter de contribuer à ma manière à la restauration, au relèvement de cette grande nation que nous sommes appelés. Et je pense que c'est possible. Je pense qu'il est possible pour nous d'être cette nation que Dieu veut. Je pense qu'il est possible pour nous d'être cette nation où il fera beau vivre lorsque nos enfants vont prendre notre place. Je pense qu'il est possible pour nous de contredire même certaines vérités qui du reste ne le sont pas, en disant que ce pays n'a pas de chance. Nous avons écrit ces livres pour nous interpeller, nous, l'élite. Nous qui avons plus de connaissances que les autres, nous qui avons plus de lumière que les autres, nous sur qui les autres comptent. Mais il ne faudrait pas que les autres comptent sur nous simplement parce que nous avons des diplômes, bien parce que nous parlons le français ou que nous sommes sur un plateau de télévision, nous donnons l'impression d'être des savants. Ce livre, je l'ai écrit pour nous dire que les nations ne sont pas les fruits du hasard. Les nations ne sont pas des générations spontanées. Les nations sont le résultat de procédures mûries, intelligemment réfléchies, mais aussi procédures dans lesquelles les hommes et les femmes ont décidé de s'engager avec abnégation, avec détermination, pour construire, donner lieu à quelque chose qui jusque-là n'a existé que dans l'imaginaire. Ces pays que nous rêvons tous, ces pays que les autres attendent de nous,
C'est possible de le faire. Okay. C'est comme ça que nous nous sommes mis à réfléchir tout en nous inspirant des autres nations, à travers les temps et à travers le monde, parce que ce que nous sommes aujourd'hui, beaucoup d'autres l'ont été. Ils ont été en face des difficultés et des réalités que nous avons côtoyées dans l'histoire. Mais heureusement pour eux, très vite, ils se sont ressaisis. Et aujourd'hui, ce sont des nations vivantes, émergentes, des nations viables et vivantes, à l'instar de l'Inde, qui il y a quelques années était une poubelle planétaire, une nation presque maudite avec une très mauvaise réputation, compte tenu de la multiplicité des dieux qu'il y a là-bas, de sa spiritualité, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, l'Inde est une de grandes puissances émergentes. Alors c'est l'Inde que nous avons commencé à étudier depuis notre premier voyage dans ce pays de l'Asie, en 2015-2016. Nous nous sommes rendus compte que l'Inde est le produit d'une minorité. Avec 1 milliard d'habitants, l'Inde n'a pas été construite, l'Inde n'est pas ce qu'il est aujourd'hui parce que les 1 milliard ont travaillé. C'est juste une poignée d'hommes. Cette poignée d'hommes qu'on appelle dans les jargons courants l'élite, l'intelligentsia. Mais la différence, c'est que l'Inde a eu la chance d'avoir une intelligentsia, une élite responsable. Une élite qui croit que l'avenir de sa nation et de son peuple repose sur leurs épaules. Donc, ils ne doivent pas être des jouisseurs, mais plutôt des bosseurs. Ils ne doivent pas être simplement des gens qui attendent que les dieux, selon leurs croyances, travaillent dans la transformation de leur nation, mais c'est plutôt leur vocation, leur responsabilité. Eh bien, nous nous sommes dit, l'Inde l'a fait, la Chine l'a fait, le Singapour l'a fait, le Rwanda ici à côté est en train de le faire. Pourquoi pas nous? Mais est-ce que nous allons le faire juste parce que nous voulons le faire? Est-ce que la volonté à elle seule suffit? Non, il faut une méthodologie. Et nous avons mis en place ce que j'appelle quelque part les décalogues, les 10 commandements ou les 10 chapitres qui constituent pour nous une recette infaillible. Une fois que nous mettons en place cette recette, selon ce que nous proposons dans ces bel ouvrage, je crois qu'en moins de 3 ans, moins de 4 ans, il est possible que nous voyons déjà le bout du tunnel. Et pour cela, il faudrait que l'élite que nous sommes soit une élite responsable. Vous constaterez que nous disons bâtisseurs des nations, l'émergence d'un leadership collectif. C'est aussi pour briser en nous cette pensée, ces paradigmes stériles qui jusque-là n'a rien produit, qui nous a fait croire qu'il fallait l'avènement d'un Messie à la tête du pays pour changer les choses. Nous disons, ce qu'il nous faut, ce n'est pas un leadership messianique, c'est-à-dire qui est incarné par un individu. C'est plutôt un leadership collectif. Faire une orchestration, une synergie de savoir, d'intelligence, de pensée, pour que les gens venant de divers bords, de divers horizons, de divers secteurs de la société puissent se regarder dans la même direction et bâtir la nation. On la bâtit. On ne peut pas bâtir une maison à moins de l'avoir d'abord pensée. On la pense, on la conçoit et ensuite on se met dans l'exécution. Et c'est ce que nous devons être. Malheureusement, nous voulons exécuter quelque chose que nous n'avons pas encore défini. C'est quoi être congolais? C'est quoi être un peuple? Qu'est-ce que nous sommes aux yeux des autres? Et comment est-ce que nous réagissons au regard des autres? Quel est le type de lien qui nous lie avec notre sol, avec notre sous-sol? Et qui est-ce que Dieu est pour nous? Voilà pourquoi nous disons, si nous voulons réussir, nous devons à la fois construire, mais aussi déconstruire un certain nombre d'arts qui jusque-là nous maintiennent dans la misère, dans la paupérisation, entre autres, le tribalisme. C'est comme ça que nous commençons avec le premier chapitre, nous disons, il faut vite faire une mutation du tribalisme au patriotisme. Parce que la tribalité en tant que telle est un don. La tribalité, c'est un don. Personne ne choisit sa tribu. Mais nous devons maintenant faire un effort, inculquer à la population tout entière. Et l'élite doit prêcher par l'exemple, je reste. Dire à la société tout entière, la tribu c'est le lieu du commencement. Mais la tribu ne peut pas être à la fois le lieu du commencement et la finalité. Il faut partir de la tribu pour finir vers la patrie. Et pour cela, nous disons la tribu est une valeur, la tribalité est une valeur, mais le tribalisme est une tare qu'il faut à tout prix combattre. Dire cela aux politiques, dire cela aux religieux, dire cela aux hommes de presse que vous êtes, c'est ainsi
que nous cesserons d'être un pays, cesserons d'être une population pour devenir réellement une nation. Excusez, docteur, je vous coupe la parole parce que toujours là, dans le tribalisme, je suis sur la page 29, vous êtes en train de dire chaque leader doit se sentir redevable à la nation et non à la tribu. Oui. La patrie d'abord et tout pour la patrie. Ça semble comme une négation de la tribu. Je répète, la tribu ou la tribalité est une valeur. Mais avec ce que nous avons connu dans l'histoire, avec tous les enjeux qui gravitent autour de nous, je crois que la tribu doit accepter de souffrir au profit de la patrie. Et pour cela, il faut des hommes courageux. Mais pourquoi nous nous rabattons sur la tribu? Parce que lorsqu'il faut parler de la tribu, c'est facile. On n'a pas besoin de concevoir un discours intelligent. C'est juste, comme on dit en lingala, makile gangi. Tu vois, c'est facile. C'est facile. Et les autres tribus vont sentir ça. Les autres tribus ne vont pas sentir cela. Et maintenant, nous entrons dans les langages de disant Tournabiso. Tournabiso. Donc, aussi longtemps que ça sera le tour des Kassaïens, de Batetela, de Bayombe, il n'y aura jamais un tour des Congolais. Or, ce que nous voulons dans cet ouvrage, c'est de dire que ce ne doit plus être le tour des Katangais ou des Kassaïens, ce ne doit plus être le tour des Bayombe, des Bandibou, ça doit maintenant être le tour des Congolais. Pourquoi des Congolais? Parce que dans les Congolais, il y a les Basuku. Dans les Congolais, les Mouyombe se retrouvent. Dans les Congolais, les Mokusu se retrouvent. Dans les Congolais, les Muluba se retrouvent. Dans les Congolais, les Mutandu se retrouvent. Dans les Congolais, les Mongo se retrouvent. Donc, qu'on dise plus que comme il tourne à Bissau. Il faudrait désormais que ça soit toujours et encore le tour du Congo. Docteur, je reviens parce qu'au début, vous faites votre analyse. Vous faites l'analyse un peu en prenant l'exemple des autres nations qui ont peut-être assez développées. Vous prenez l'exemple de la Chine, le Japon, la Corée du Sud, mais j'ai constaté que ces pays dont on peut estimer la moyenne un peu d'années de leur développement, c'est autour de 20 ans. Comme par exemple la Corée du Sud a connu l'industrialisation la plus rapide au monde. C'était de 1995 à 2015. Moyenne, au moins, c'était 20 ans. Mettons aujourd'hui, chez nous, ou je peux dire dans d'autres pays africains, il y a ce qu'on appelle là au moins les 5 ans de mandature, 5 ans, et puis par exemple 2 ans, tout. Est-ce que ce qui tue aussi le manque de développement, ce n'est pas l'esprit de la continuation de la vision transgénérationnelle de prédécesseurs? Vous savez, c'est vrai. Si la Corée du Sud devient ce qu'elle est en moins de 15 ans, en Corée du Sud, la génération qui a vu la misère, c'est la génération qui a fêté la prospérité. C'est extraordinaire. Différemment de la Chine, différemment du Japon. Et puis juste ici à côté, chez nous au Rwanda, la même génération qui a subi les génocides, c'est la génération qui est en train de voir l'émergence de ces pays des 1000 collines. Si c'est faisable chez les autres, ça doit aussi être faisable chez nous, surtout que les autres n'ont pas les mêmes ressources que nous. Nous avons la première des ressources que nous avons, c'est notre jeunesse. Ça, c'est la grande richesse que nous avons. Plus de 67% de la population congolaise a moins de 25 ans. Mais ça, c'est une aubaine. C'est extraordinaire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand nous parlons du développement, de la prospérité nationale, nous voulons le coller aux mandatures. Et ça, c'est dû à la médiocrité de notre classe politique. C'est ça qui tue aussi. Qui n'est pas en mesure de réfléchir au-delà des mandatures. C'est ici que nous disons qu'il nous faut moins d'hommes politiques, mais plus d'hommes d'État. Parce qu'il y a même les hommes politiques. Il y a même aujourd'hui ce qu'on appelle le plan stratégique national de développement, qui n'est pas seulement de 5 ans. On projette ça. C'est-à-dire, le chef de nos États, en l'occurrence chez nous au Congo, doivent être capables de débourser de l'argent pour dire voilà, nous avons un projet qui s'étend sur 40 ans. Mais nous savons tous qu'il est impossible que nous soyons au pouvoir après 40 ans. Parce que c'est la culture du relais. Mettre en place des projets transgénérationnels. Que chaque génération assume les responsabilités qui sont les siennes. Malheureusement, l'électocratie, une démocratie mal assimilée, fait à ce que nous ne pensons qu'au bout de notre nez.
Nous ne pensons qu'en fonction des 5 années à venir. Qu'est-ce que nous sommes après? Non, non, voilà pourquoi, malheureusement, nous sommes en 2021, l'année passée. Mais quel a été le débat? C'est 2023. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle en sciences politiques l'électrocratie. Qui ne nous aide pas à développer parce qu'il n'y a pas de démocratie sans élection. Et pourtant, toutes les élections ne sont pas toujours l'évidence de la démocratie. Donc, je pense qu'il nous faut un sursaut d'orgueil. Un leadership qui accepte de se surpasser, un leadership qui accepte de naviguer à contre-courant pour dire nous n'allons pas faire les choses comme on les a toujours fait. Nous allons maintenant améliorer, nous allons repenser notre méthode. Nous allons adopter un autre narratif. Comme disait le ministre Mouyaya, adopter un autre narratif, changer de discours, changer de paradigme. Penser le Congo de 2050 et donner les moyens aujourd'hui. C'est lorsque nous penserons la nation de 2050 que nous allons dire, voilà, pour 2050, ce qu'il nous faut, c'est ça, ça, c'est ça. Et ça, il nous faut cette discipline, nous ne l'avons pas. Il faut la créer dans nos universités. Voilà les types de Congolais qu'il nous faudront en 2050. Quels sont les rouages par lesquels nous allons passer pour modeler, pour fabriquer ces types de Congolais? Est-ce que l'Église a une part, un rôle à jouer dans la transformation de cet homme congolais de 2050? Qu'est-ce que l'école peut apporter dans sa formation? Ainsi de suite. Mais malheureusement, nous ne pensons qu'en termes de mandature. Mandature. C'est comme ça que, comme dans plusieurs pays africains, certains régimes ont cru avoir réussi simplement pour avoir organisé des élections. Docteur, je suis réellement en train de vous dire que chaque fois quand nous passons dans l'émission Livre Inspiré, vous avez tendance à vouloir qu'on reste. Mais il y a tellement une richesse qu'on ne va pas essayer de dévorer tout ce qui est ici. Je vous dis, ça c'est une richesse énorme que je vous démontrerai même déjà de suivre et même d'aller chercher cela. Parce que au docteur, je prends sur le chapitre 4. Vous êtes en train de considérer la corruption comme étant un démon. Oui. Pourquoi, docteur? Je diabolise la corruption lorsque je vois les dégâts, les conséquences, les dégâts causés par la corruption. Je dis qu'il faut d'abord la diaboliser. Il faut d'abord la diaboliser. Il faut la diaboliser parce qu'elle est déjà diabolique. Est-ce que maintenant que quand vous diabolisez, est-ce qu'il faut qu'il y ait plus d'hommes spirituels pour les dédiaboliser? Non. La dédiabolisation ne nécessite pas d'abord une quelconque spiritualité. Nécessite d'abord le bon sens. Le bon sens parce que cette corruption qui nous gangrène aujourd'hui est l'une des grandes causes qui nous a mis à genoux et qui rend obscur notre futur en tant que société, notre futur en tant que nation. Mais pour vaincre ces diables, il faut joindre nos efforts. Joindre nos efforts pour faire quoi? Pour commencer d'abord par dénoncer. Jusqu'à ce que celui qui commet la corruption se sente au moins coupable, même lorsqu'il n'est pas jugé. C'est-à-dire mettre en place une culture où la corruption est considérée comme étant la prostitution et non pas comme étant une prouesse. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un est nommé DG quelque part et qu'une année après il est débarqué, s'il n'a pas acheté de maison, tout le monde le regarde comme un idiot. On dit lui là vraiment notre oncle est un Yuma. Il est sorti comme ça, il n'a rien acheté. Simplement parce qu'il n'a pas voulu se tremper dans la corruption. Donc il faudrait une culture qui culpabilise d'abord. Vous remarquez que là, je ne suis pas encore au niveau de la justice. La justice vient après. C'est d'ailleurs dans ce chapitre que je parle de créer une justice pour tous. Une justice équitable, une justice qui honore Dieu, mais aussi une justice qui affranchit l'homme. Donc, il faudrait joindre nos efforts pour parler le même langage en disant « ce n'est pas normal ». Vivre dans la corruption, c'est hypothéquer l'avenir de nos enfants. Nous gagnons aujourd'hui pour que demain nos enfants perdent. La corruption a fait à ce que les maquettes sont restées maquettes sans qu'il y ait exécution du bâtiment qui devait être construit. La corruption a fait à ce que l'on obtienne un diplôme qu'on n'est pas capable de défendre, simplement parce que la corruption
nous a pris tout ce qu'il y avait dans notre poche, mais aussi la corruption nous prend tout ce qu'il y a dans notre tête. Or, lorsque nous n'avons plus rien dans notre tête, nous ne sommes pas différents des animaux. Ainsi, nous sommes devenus une société d'hommes en cravate, mais dont le cerveau ne s'éloigne pas trop de ceux des animaux, simplement parce que nous n'avons pas voulu être hommes. Et pour être homme, il faudrait à un moment donné se sentir gêné pour avoir commis tel ou tel autre acte. Et parmi les actes à réprimer, les actes à diaboliser, les actes à bouter hors de nos milieux sociaux, c'est la corruption. Voilà. Docteur, je suis tellement béni ces soirées. Il y a une chose qu'avant même, que parce qu'on est déjà en train de dire que nous sommes en train d'atterrir, mais une question, oui déjà, c'est souvent comme ça quand on parle des bonnes choses. Docteur, vous parlez de l'apport de l'Église dans le développement des nations. Ne pensez-vous pas que l'Église ne devrait que s'intéresser aux problèmes spirituels des nations? C'est la première question. Est-ce que devrait aussi intervenir dans les aspects socio-économiques? Si j'étais au Japon, je ne parlerais pas de l'apport de l'Église. Si j'étais en Corée du Sud, si j'étais en Chine, même si j'étais en France, je ne parlerais pas trop de l'apport de l'Église. Il y a un aspect sociologique qui distingue le Congo de toutes ces autres nations. Nous sommes un État laïque, constitutionnellement parlant, mais du point de vue sociologique, nous sommes un pays très religieux. Un peu comme le Mali. Vous ne pouvez pas penser le développement du Mali aujourd'hui sans voir ce qui se dit, ce qui se pense dans les mosquées. C'est le cas pour nous au Congo. Nous sommes un pays d'église. Nous sommes un pays de chrétiens, de frères. Nous sommes un pays de pasteurs. Nous sommes même un pays où le président peut réunir les gens dans les stades pour dédier la nation entre les mains du Seigneur. Et dans une telle nation, on ne peut pas penser relèvement et développement sans associer un des acteurs principaux qui est l'Église. Mais est-ce que l'Église dont je parle ici, c'est l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, ou bien c'est une Église qui doit elle-même être réformée? Je pense que c'est une Église qui doit être réformée. Une Église qui décharge l'homme, qui ne la surcharge pas. Une Église qui enseigne à l'homme qui a la part de Dieu, qui a la part de l'homme. Une Église sans faire la politique, mais qui se rassure que ces enfants qui vont faire la politique doivent faire la meilleure des politiques. Quelle politique? La politique qui encense l'homme et la politique qui place la nation dans l'échiquier des grandes nations. Comment? Par la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, c'est avant tout une culture. Une culture qui est aussi prêchée dans la Bible. Plusieurs exemples sont d'ailleurs évoqués. Donc le rôle dans l'Église, dans les nations comme le nôtre, sont des rôles qu'on devait prendre au sérieux. Moi, je ne vois pas un acteur politique sérieux qui peut penser l'avenir glorieux de cette nation sans l'implication de l'Église. C'est vrai qu'il y a à boire et à manger dans nos églises aujourd'hui. C'est vrai que nous n'avons pas besoin de devenir politique pour contribuer. L'Église reste apolitique. Je l'ai dit dans ce livre, l'Église reste apolitique, mais le patriotisme est divin. Donc l'Église, quelque part, a aussi les devoirs d'inciter sa jeunesse, d'intégrer l'armée. L'Église a les devoirs de dire aux chrétiens que c'est à vous que revient le rôle de créateur d'emploi et non pas l'État. L'Église a le rôle d'éduquer, comme l'école le fait, surtout que nous sommes dans une nation atypique, parce que les Congolais sont très chrétiens. Et puisque le Congolais est très chrétien, je pense que l'Église doit comprendre qu'elle a un rôle à jouer, sans pour autant faire la politique, tout en restant au milieu du village. Mais c'est quoi le milieu du village? Je l'ai dit dans ces livres. Le milieu du village, ce n'est pas la neutralité, parce que celui qui est neutre est plus dangereux, et autant dangereux que celui qui défend une cause ou une autre. Le milieu du village, c'est la vérité. Le milieu du village, c'est la justice. Le milieu du village, c'est le bien-être. C'est-à-dire, là où est le bien-être, là, l'Église se range. Là où la justice est prônée, c'est là où l'Église se range. Voilà. Vous savez, docteur, je demanderais même qu'on nous donne quelques minutes parce qu'il y a une question que je devrais normalement le poser. Vraiment, c'est une question que on va même finir par là. Vous parlez d'élever un peuple marchand, d'élever la culture des affaires et d'entrepreneuriat. Sur la page 98, vous dites ceci: nous vivons une ère particulière. Le monde est de plus en plus un univers
d'affaires. Si le business caractérise aujourd'hui, ou presque, n'est pas avoir la culture des affaires est un suicide pour une nation. Ma question est celle-ci. En cette période de la Covid, est-elle une opportunité pour entreprendre? Oui. Cette période de la Covid nous a amené à repenser nos paradigmes. Oui, parce que ce n'était pas autrefois, parce que d'autres nations qui se sont développées. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, l'État congolais doit comprendre que l'avenir n'est pas dans l'administration. L'avenir est dans les affaires. Okay. Quand les administrations ont toutes fermé, les gens devaient quand même consommer. Les gens devaient quand même se déplacer. Les frontières étaient fermées. Et nous n'allons pas survivre si nous ne vivons qu'avec ce que nous importons. Nous devons consommer ce que nous produisons. D'où il faudrait qu'il y ait plus de jeunes dans l'entrepreneuriat que dans les marches des partis politiques. Il faudrait qu'il y ait plus de jeunes dans l'entrepreneuriat que simplement dans les lieux de prière à genoux. Parce qu'entreprendre n'est pas incompatible avec la prière. Ouais. On peut prier et être chef d'entreprise. Donc ce n'est pas diabolique de faire la politique. Un chrétien fasse la politique. Un chrétien doit faire la politique. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que des chrétiens fassent la politique. Mais les vrais chrétiens, pas ceux qui fréquentent seulement les églises. C'est-à-dire ceux qui comprennent l'économie du royaume, comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne, c'est à eux de faire la politique, pour prêcher par l'exemple, qu'ils deviennent les acteurs principaux du développement pour lesquels nous avons autant prié, qu'ils deviennent ces hommes et ces femmes qui achètent, qui vendent, qui épargnent, qui investissent, qui aident, et ainsi, ils ne font plus de lettres que pour dire j'ai l'honneur. Parce qu'on ne fait pas 5 ans à l'université pour continuer à écrire des j'ai l'honneur. L'université vous prépare pour prendre à bras le corps votre destin et non pas pour mendier le travail. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans un pays où le taux de chômage est très élevé simplement parce que nous croyons que c'est à l'État de créer les emplois. Et l'État malheureusement pense aussi que c'est son devoir. Alors que ce n'est pas le devoir de l'État. L'État n'est là que pour réguler l'espace, se rassurer que tout se fait dans les normes, mais donner les moyens aux privés, comme vous et moi, de créer des entreprises, mais aussi de mettre en place des écoles de formation en management, ainsi de suite, pour nous aider à bien gérer et à fructifier les petites affaires que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui par la grâce de Dieu sont appelées à devenir de grandes entreprises, pourquoi pas des industries qui engagent des milliers de personnes. C'est ainsi qu'on met fin au chômage. Mais malheureusement, nous avons affaire à une jeunesse qui regarde plus à la politique qu'aux opportunités d'affaires. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission aussi, en fait, qu'on pourrait encore ajouter quelques minutes. Malheureusement, la télé, c'est le minute. Vraiment, je vous dis, vous devrez toujours essayer d'acheter ces livres. Vous voyez vraiment qu'on a beaucoup à dire, mais vous trouverez ça dans ce merveilleux livre. Docteur, on peut le trouver où précisément? On peut le trouver à Money Shop, ici à Kinshasa. On peut le trouver à Rotana, à l'hôtel Rotana, à l'hôtel Sultani. Ou aussi appeler ce numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. On va vous recevoir, on peut même vous livrer à domicile, comme on le fait tous les jours presque, des gens qui sont dans leur bureau, qui commandent. Il y a toute une équipe qui se déplace pour livrer. Ceux qui sont en Europe ont aussi la possibilité. Les livres sont déjà en Amérique, les livres sont déjà aux États-Unis, plutôt en France et en Belgique. Les livres arrivent déjà demain samedi à Londres. Donc les livres sont partout, ils sont là. Appelez à ces numéros. Vous qui êtes à Kinshasa, vous ne manquerez pas d'avoir votre exemplaire que je vous recommande du reste. On vous recommande vraiment ces livres, docteur, aussi votre... Surtout pour ceux qui sont ici, ils peuvent, ceux qui commandent, on vient livrer avec une dédicace déjà à l'intérieur. Docteur, votre mot de la fin, on est déjà arrivé à la fin. Eh bien, ces livres, il faut les lire. Il faut les lire, mais aussi, il faut les faire lire. C'est les beaux cadeaux qu'on puisse offrir à son ami, à son épouse, à son chef, à ce travailleur. Faites comme ce promoteur d'école qui en a acheté 25 exemplaires pour donner à son personnel. Donc c'est ça les mots de la fin. Les mots de la fin, c'est ça. Mais moi je vous dis,
pour la prochaine fois pour le nouveau numéro de Livre Inspiré. Mais vous trouverez aussi cette émission sur notre chaîne YouTube Livre Inspiré pour ne pas rater des moments pareils de Livre Inspiré. Mais c'est beaucoup plus ces citations que je tire sur la page 37. Je pense qu'on devrait commencer avec, mais aussi finir avec ces citations. Le docteur dit ceci: la première des choses que chaque citoyen doit intérioriser, c'est de commencer à parler en bien de son pays, surtout lorsqu'il échange avec des étrangers. Vraiment, je vous dis rendez-vous pour la prochaine fois. C'est numéro Livre Inspiré. Bye bye, reste béni. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour